What's up tout le monde? Aujourd'hui, dans cet extrait vidéo, je vous montre une partie de la capsule de la formation sur la restauration de phare. Donc, une technique qu'on peut utiliser dans 95% des scénarios qui va vraiment donner un résultat quand même très satisfaisant. Donc, cette formation-là, le lien est dans la bio, puis c'est en gros tout ce qui se passe dans l'esthétique automobile. Donc, tout le volet professionnel de la vente, des services, puis toute la patente. What's up, mes detailers? Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous montrer comment reconditionner des phares avant. Donc, on va vous montrer comme la méthode la plus commune, je dirais. Il y a des méthodes plus invasives qu'on peut faire pour aller chercher vraiment le picotage de la lumière, mais avec les techniques qu'on va vous montrer, c'est 2 étapes de sablage, 2 à 3 étapes de polissage, puis on va mettre un anneau céramique pour que ça perdure dans le temps. C'est comme la manière la plus simple, la plus vendable et efficace. On vous montre. La restauration de phare, c'est un service qu'on peut offrir en upsell. Dans l'esthétique automobile, c'est sûr qu'il y a une partie comme nous qui font ça de manière professionnelle, donc allant chercher des services de vente un peu plus élevés qu'en vendant un service comme ça de restauration de phare, bien c'est sûr qu'on va augmenter notre revenu. Dans 95% des cas, c'est quelque chose qui se fait de manière hyper rapide, donc 30-40 minutes, on fait une restauration vraiment quand même très intéressante. Puis vraiment beaucoup de clients vont être satisfaits avec ça, puis avec un beau revenu par la suite pour le detailer. Donc aujourd'hui, je vous le montre comment faire de manière professionnelle pour garantir un résultat sans coche et augmenter pour eux. OK, bien évidemment, avant de commencer, je suggère tout le temps aux gens de nettoyer et décontaminer le véhicule quand même si c'est juste la lumière qu'on veut faire. Parce que toute la saleté, le sang va se retrouver quand même dans les joints. C'est difficile à nettoyer puis faire une lumière parfaitement propre et décontaminée. On s'entend, on va sabler, donc on veut aucun grain sur la lumière puis on veut pas de petite saleté qui va venir s'incruster dans le papier. Une fois que ça c'est fait, je suggère fortement de sécher toutes les petites craques autour de la lumière pour pas que d'eau coule par-dessus celle-ci. Vous pouvez utiliser des buses à l'air, Tornador, des petits séchoirs dédiés pour les véhicules comme ceux de McShane pour vraiment avoir une paroi parfaitement sec et prête à être tapée. Une fois que ces étapes-là sont réalisées, j'ai le temps à utiliser un papier masquant dédié pour la carrosserie. Sinon, vous allez voir, il y a des gens qui prennent des peut-être à masquer, mais pour les moulures de maison, vous allez voir, ça adhère vraiment pas bien à la peinture. Ce que je fais bien souvent, j'essaie de faire la plus grande partie avec un morceau de tape possible. Plus qu'on a de joints sur la peinture, plus que ça va être accrochant lorsqu'on va utiliser des machines ou qu'on va venir sabler, ça va plus tendance à décoller. Donc j'essaie de faire à chaque ligne un grand morceau, puis même essayer d'aller en dessous des joints-là, puis de le faire curver le tape. Donc, quand que je mets mon tape pour protéger la peinture, je m'assure vraiment d'aller dans les moindres petits raccoins puis d'en mettre plus que pas assez. Donc, je suggère d'en mettre dans les petits coins, faire de longues bandes puis venir mettre une deuxième couche par après à la fin. Une fois qu'il est bien protégé chaque partie de la peinture, je viens remettre une deuxième couche de tape par-dessus pour être bien sûr que chaque partie est protégée. La raison pourquoi que je mets de l'emphase là-dessus en ce moment, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va sabler, qu'on va même polir toutes ces parois, puis on va aller dans chaque petit raccoin pour que la lumière soit vraiment uniforme. Donc, on veut vraiment protéger les parties peintes pour ne pas les abîmer. Vous pouvez mettre la tension sur votre ruban adhésif pour aller vraiment chercher une courbe puis faire de longues parties sans vraiment briser votre ruban. Donc, comme vous avez pu voir, la lumière est rendue jaunie, ternie, donc on va vraiment enlever une couche superficielle pour repartir sur du neuf. Donc, pour les 2 étapes de sablage, ça va en prendre du papier 1500 et du 2000. On va prendre aussi de petits disques de type abralon qu'on appelle. Je choisis souvent le 2000 dans la catégorie abralon. Ça va vraiment aller dans les raccoins, ça finit avec une petite éponge. Moi, l'humidité reste dedans, donc c'est plus lubrifié. Ça va vraiment super bien pour faire ce genre d'étape. Pour donner la lubrification au papier, on peut prendre de l'eau avec du savon. On a un produit dédié à cet effet, sinon dans la gamme Labo Cosmetica. Vraiment plusieurs manières de le faire, ça va dépendre des goûts. Vous pouvez essayer tous ces produits-là puis voir ce que vous aimez de mieux. Donc pour commencer, on utilise le papier à sabler à l'eau de grade 1500 et on va le faire toujours dans le même sens jusque dans les petits raccoins. On va utiliser le lubrifiant dédié à cette étape. Donc pour la première étape de sablage, on va faire des mouvements linéaires tout le temps dans le même sens pour ne pas créer de graphing qui va paraître dans les étapes suivantes. Donc on va mettre la lubrification sur le papier et sur la lumière, puis on va frotter jusqu'à temps d'avoir un résultat uniforme.
Un petit conseil pour vous, c'est pas d'y mettre une pression énorme lorsqu'on vient sabler. Surtout là, on sable avec nos mains, pas de bloc, rien pour des lumières. Ce que je conseille, vraiment mettre une pression qui est uniforme. Donc, on va juste déposer la main puis laisser le papier travailler. Sinon, on risque de créer des, je vais utiliser le terme en anglais, mais des grooves, là, des marques plus profondes qui vont être plus difficiles à faire partir dans l'étape de sablage par la suite. Donc, vraiment, une bonne lubrification, on la met sur le papier, on met le papier, pression uniforme, puis on laisse le papier travailler. Donc, des mouvements dans le même sens tout le long pour essayer d'aller vraiment dans les petits raccoins aussi. On peut plier notre papier puis aller vraiment dans les petites sections. Puis comme on peut voir ici, toutes les parties peints sont protégées. Donc, quand on va essuyer, on va avoir une lumière qui est super uniforme. Il y a certains défauts au début qu'on ne sait pas si on est capable d'aller enlever. Il y a des genres de lignes qu'on peut voir sur la lumière quand elles sont vraiment endommagées. Donc, un petit défaut qui est très courant, c'est du crow feet qu'on appelle. Donc, c'est vraiment le plastique de lumière qui est craquelé. Donc, ça, c'est un défaut qu'on ne peut pas enlever. Après ça, si on voit une ligne à travers la lumière, c'est souvent parce qu'il y a une partie du clear coat qui est morte au complet. Donc, si on fait juste ces petites étapes de sablage-là pour corriger les imperfections, ça se peut qu'il reste une démarcation. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment utiliser des méthodes de sablage plus invasives pour enlever le clear coat au complet. Mais je vous dirais que ça, c'est des techniques un peu plus avancées. Donc, au moins, vous saurez que lorsque vous voyez des petites micro-craquelures, c'est les dommages sont permanents. Et s'il y a des lignes, il ne faut pas penser qu'on va les corriger à 100%. Donc, j'ai fini de sabler ma première étape. Je vais venir quand même essuyer ma paroi avec une microfibre propre pour qu'il ne reste plus aucun petit grain de sablage du Grabnis 500. On passe sur une surface lisse et uniforme. À cette étape-là, c'est normal que le lustre ne soit plus là. Par contre, vous pouvez sûrement constater que la lumière, on a enlevé vraiment tout l'effet jaunâtre. Donc, on a enlevé toute l'oxydation. On va être prêt pour faire la prochaine étape de sondage. Donc, vous pouvez continuer avec des papiers à la main. Si on s'entend, il y a des gammes comme Citroën, sont super courantes. Ça va faire très bien le travail. Par contre, on va y aller maintenant dans l'autre sens. Si vous voulez y aller de ma méthode avec des codes 10 cabralons, vous pouvez aussi y aller à la main, mais on peut utiliser des polisseuses. Donc, que ce soit de type rotatif ou à double action, ça va bien très bien avec une petite machine. Et ça peut aller un petit peu moins dans les raccoins, mais peut-être la combinaison des deux, c'est souvent ce qui va faire le meilleur travail uniforme pour faire la deuxième étape de sablage. Donc, on n'utilise jamais une vitesse intensive. On n'a pas besoin. On laisse vraiment le papier travailler. On essaie de y aller avec des passes égales. Faire attention au rebord de peinture, comme depuis le début du processus. Ce que j'aime de faire ça avec la rotative, pour elle, c'est que ça va vraiment d'un petit coin. On va aller sur le bord. Une double action, tout le temps une petite oscillation. Fait que ça se peut qu'il reste des petites démarcations. On essuie encore une deuxième fois après ce processus. Donc maintenant, on a un fini uniforme. La lumière est un petit peu moins mat, donc on a ramené ça vers de la douceur pour pouvoir faire la période de compound. Personnellement, j'utilise une petite machine rotative avec un pad de laine. Si on a un petit peu moins d'expérience et qu'on n'a pas les machines rotatives, étant donné que c'est une machine quand même très puissante qui nécessite un petit peu plus d'apprentissage, on peut y aller avec des machines à double action. Personnellement, je vous conseillerais un throw de 12 mm. Donc, ça va quand même avoir une certaine force pour aller chercher des graphings de sablage. Aussi, on utilise un compound comme le Fast Cut de la gamme Meclat. On va mettre quelques gouttes sur le pad du compound et on va faire des passes uniformes sur l'entièreté de la lumière à plusieurs reprises, de long et en large, tout en faisant attention à la peinture. Donc, pour la prochaine étape, j'utilise souvent le pad bleu ou un pad en mousse de coupe pour venir uniformiser tous les hologrammes qu'on va avoir laissés avec la polisseuse précédente. Étant donné que c'était une passe qui était quand même très rough pour enlever les marques de sablage, elle, ça va être plus pour uniformiser, pour être pratiquement rendu à un fini parfait. Pour cette passe-là, c'est une passe qui va prendre un petit peu moins de temps. Je vais passer uniformément à la grandeur. C'est sûr que chaque lumière est différente. Parfois, c'est sûr que les petites machines vont donner un meilleur fini pour aller jusque dans les pointes. Mais en général, avec une 3 pouces, on peut faire 95% du travail. Donc ensuite, je vais prendre un pad de mousse médium comme les oranges de Lake Country ou plusieurs autres comme les jaunes de Repère. C'est vraiment une panoplie de choix. Je vais prendre un produit de polissage de type médium.
pour vraiment aller chercher la petite touche de lustre finale. Je te dirais que dans ce cas-là, on verra vraiment pas grande différence, mais il y a certaines lumières qui réagissent bien à cette étape finale. On fait juste répéter les mêmes étapes qu'avec le compound et le pad burn avec le medium K et un pad médium. Petit conseil, lorsque je polis des lumières, j'utilise souvent une pression assez ferme et une vitesse élevée pour garder une orbite dans le mouvement de votre polisseuse. Si la polisseuse ne fait aucune rotation, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, on veut quand même avoir une bonne pression, une vitesse élevée, puis on veut que la machine fasse le mouvement d'orbite et de rotation. Étant donné que j'ai pris le compound de la gamme McLaren, je vais essuyer les résidus de polissage avec leur préparateur de surface. Donc, un nettoyant à base d'alcool, c'est juste pour enlever tous les derniers résidus d'huile qui sont présents dans les compounds. Bon, maintenant venu le temps de protéger les lumières. C'est sûr que je ne ferai pas un cours 101 sur l'application des nanocéramiques. Je vais vous montrer quand même les étapes de base, mais dans ce cas-ci, je vais prendre les protections nanocéramiques de la gamme McLaren. Pour commencer, c'est sûr que ça prend le produit, un applicateur dédié à cet effet et une microfibre aussi flambant qu'on vient utiliser pour niveler le produit. Donc, c'est sûr que c'est des produits de gamme professionnelle, donc ça prend l'accréditation. Il y a d'autres brands qui en font aussi de gamme un peu plus DIY. C'est sûr que l'effet de protection est moins longue, mais je vais quand même vous recommander d'aller choisir une belle qualité pour que la protection dure le plus longtemps possible. Si vous voulez ce genre de nanocéramique professionnelle, on donne ce genre d'accréditation dans la boutique en formation privée. Il ne reste plus maintenant qu'à retirer le ruban adhésif. En termes de risque, en ce moment, c'est vraiment très minime. On va juste y aller doucement, puis retirer ça et nettoyer mes surfaces qui entourent l'aliment. Pour finir, quelques petites choses à dire. On peut voir sur les lumières qu'il y a le type de défaut que je vous avais parlé. Donc, ça va parfaire, mais on parle quand même d'une amélioration nette de ce qu'on avait au début. Ensuite de ça, on a pris un nanocéramique qui était le P1. Ce qui est le fun particulièrement de lui, c'est que la cure est seulement de 4 heures. Donc, après 4 heures, le véhicule peut carrément partir puis aller dehors sans problème. C'est souvent ce qui est de très fun avec ce type de nanocéramique. On les a assemblés, on les a polis, on les a protégés. On n'a pas endommagé aucune peinture par-dessus et autour, dans le fond, de la lumière. C'est ce qu'on veut faire lorsqu'on fait ce genre de correction. Si vous voulez plus d'informations, allez voir toutes les instructions en lien dans la bio et dans la formation.